Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode donc du Pédagogcast. Et en fait là je fais cet épisode en fait depuis Annecy, parce que je suis donc à une conférence, à des journées qui s'appellent Médiane, organisées par IMT Atlantique. Et du coup j'ai l'occasion dans ces journées-là de côtoyer des enseignants, en fait, de nombreux enseignants. Et j'en profite pour faire quelques épisodes donc pour le Pédagogcast. Et là, en fait, je suis avec donc John Dunderdale, c'est ça? Dunderdale, voilà, qui est donc enseignant de langue en anglais, finalement. Et tu es donc à l'IMT des Mines d'Albi, on est d'accord? Tout à fait. Et en fait, alors pourquoi j'ai voulu t'interviewer, en fait, John? Tout simplement parce que tu as présenté en fait tout à l'heure une activité que j'ai trouvée super intéressante, que je connaissais pas en fait, qui est donc le débat glissant. Et je trouvais ça vraiment intéressant, parce que souvent en fait là dans les épisodes que j'ai faits, c'était parfois lié un petit peu au numérique, etc. C'est tout ce qui va être innovation au niveau numérique, si on veut. Mais j'aime bien aussi m'intéresser aussi aux pratiques pédagogiques pures, tu vois, et je trouve ça intéressant parce que souvent on va parler d'innovation et malheureusement on associe à ce terme-là le côté numérique, tu vois ce que je veux dire. Alors que finalement, je considère moi personnellement que l'innovation, c'est aussi dans des pratiques toutes simples, quelque part, enfin toutes simples entre guillemets, sans matériel particulier, mais simplement dans des méthodes qu'on va mettre en place. Et je trouve que pour le coup, ce que tu as expliqué là, le débat glissant, et puis on va en parler bien sûr tout de suite, c'était vraiment super intéressant. Donc déjà, je souhaiterais pour commencer, que tu nous présentes un petit peu justement ce que tu as mis en place, et comme ça je pourrais moi te poser des questions pour avoir plus d'informations éventuellement. Donc je vais te laisser un petit peu aborder ce que tu as présenté notamment par rapport à cette pratique pédagogique. Ok, donc je suis prof d'anglais à l'école des Mines d'Albi et donc j'enseigne aux L3, M1 et M2. Et j'avais une demande forte des élèves en fait de travailler sur l'anglais technique en M2. D'accord. Donc ça pose un petit problème pour les profs de langue parce qu'on n'est pas forcément des spécialistes techniques. Ouais. Mais je comprends tout à fait la demande des élèves. Donc, comme on dit en anglais, necessity is the mother of invention. On était obligé de trouver une solution pour répondre. Donc, en fait, ils souhaitaient, c'est intéressant, ça à la base, c'était une demande des élèves que ce soit plus interdisciplinaire, c'est ça un peu l'idée? C'est une demande des élèves de travailler sur l'anglais technique, scientifique. Ok, anglais technique scientifique. Voilà, parce qu'en fait, en M2, ils se spécialisent. Ouais. Donc, on a 4 domaines. Donc, on a génie industriel, on a pharma, on a des énergies renouvelables et on a l'aéronautique. Et donc, il fallait trouver une solution pour répondre à ça, pour aider les élèves à travailler l'anglais scientifique et technique. D'accord. Et comment ça s'est passé alors? Est-ce que c'est toi qui as trouvé cette solution de débat glissant, ou est-ce qu'il y a eu une veille? Enfin, on va en reparler après précisément de ce que t'es le débat glissant. Comment ça s'est passé alors? Du coup, qui s'est approprié cette problématique quelque part? En fait, c'est en parlant avec des collègues scientifiques où j'ai présenté un petit peu la problématique, et eux, ils sont tout de suite partants sur justement l'idée de travailler avec les collègues de langue, sortir un petit peu la langue des silos langue et travailler en binôme, travailler en partenariat interdisciplinaire, tout ça. Donc finalement, c'était assez facile à mettre en place parce que les enseignants scientifiques, eux, ils étaient très motivés pour travailler avec nous sur ce module. D'accord, très bien. Alors donc concrètement, si tu peux le résumer en quelques mots, je dirais, qu'est-ce que le débat glissant justement? Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement par rapport à cette activité-là? C'est un module en fait qui dure sur 2 mois. On a à peu près 10 cours de 10 cours de 1h30 chaque fois. Une semaine avant le débat, on explique aux élèves ils vont faire un débat en équipe et on leur donne un sujet. Donc le sujet, parce que c'est justement c'est pour travailler l'anglais technique, c'est un sujet très technique. Donc je donne l'exemple tout à l'heure on va dire que
comparer le 787 versus le Airbus A350 XWB. Donc on dit aux élèves, voilà, vous allez comparer les deux et c'est à vous de décider quel est le meilleur avion, etc., etc. Donc on choisit en fait deux. Alors soit là c'est plutôt des outils quelque part techniques quelque part. Ça peut aussi être, je pense à ça, des débats même plus sociétaux, j'imagine. Ça peut aussi être des questions comme ça. Je sais pas, par exemple, je pense nucléaire, pro-nucléaire, anti-nucléaire. Est-ce que ça peut être dans des choses comme ça, par exemple? Tout à fait. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, on va prendre l'exemple de la voiture électrique. D'accord. Et on va dire le sujet, c'était la voiture électrique n'est pas écologique. D'accord. Pour ou contre? Pour ou contre. Voilà. Ok. Mais on dit aux élèves, voici le sujet. Ok. Ils ont une semaine pour préparer le sujet. Ouais. Et quand ils arrivent en cours, en fait, ils ont 10 minutes. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va leur dire, ben, vous êtes pour ou vous êtes contre. D'accord. Donc en fait, eux, ils vont quelque part faire une veille sur le sujet. Donc c'est-à-dire, quand tu parles des deux avions, par exemple, ils vont analyser pourquoi pas les deux avions, leurs capacités, etc., leurs caractéristiques. Et ce n'est qu'après, finalement, ils vont peut-être avoir leur avis personnel, mais on va leur imposer. Ça, c'est important, parce que c'est vrai que sinon, il pourrait arriver que tous les élèves soient pour quelque chose, on va dire. Donc là, on leur impose, on leur dit non, dans le débat glissant, tu vas être contre ou tu vas être pour. Donc c'est nous qui décidons, quelque part l'enseignant qui décide. Ok, ça c'est intéressant. Ouais. Tout à fait. Parce que, comme vous dites, eux, ils ont des choix perso. Ouais. Mais nous, à la limite, ça ne nous intéresse pas, leur avis personnel. Est-ce qu'ils sont capables de défendre une position? Parce que quand ils sont en M2, donc pour les professionnaliser, ils vont quitter l'école, ils vont être embauchés. Et ils vont avoir des chefs qui leur disent d'aller défendre des projets où peut-être personnellement ils ne sont pas convaincus, voilà. Mais on ne leur demande pas leur avis personnelle, on leur demande de défendre un projet. On n'est pas sur de l'éthique, on va dire, pure. Voilà, c'est vraiment l'idée de jouer le jeu, c'est un jeu de rôle finalement quelque part. Ouais. D'accord, donc on a bien compris, donc au départ on va trouver une thématique, trouver un sujet, d'accord. Ensuite donc ils travaillent cette thématique-là, ils apprennent donc le jour J pendant la séance qui va durer 1h30 s'ils sont pour ou ils sont contre. Et ensuite donc qu'est-ce qui se passe? Donc on démarre le cours, on dit équipe A, vous êtes pour, équipe B, vous êtes contre. Vous avez 10 minutes maintenant pour structurer vos arguments. Et puis, chaque élève, ils ont 3 minutes, temps de parole, pour défendre leur position. D'accord. Alors, par exemple, sur un groupe de 30 élèves, disons, il y aurait combien de personnes qui participeraient au pour et au contre, en gros? Ben, nous, on a la chance, on a des groupes de 16 élèves en langue. Donc, pour chaque séance, donc, qui dure 1h30, on fait toujours 2 débats. Donc, il y a 2 sujets. Par exemple, il y aura le sujet aéronautique 787 versus A350. Et il y aura un deuxième sujet, la voiture électrique n'est pas écologique. Donc, ils vont tous forcément participer à un des 2 débats en étant pour ou contre, ou bien en étant observateur. On est d'accord ? Voilà, donc si vous avez équipe A contre équipe B, les autres qui ne sont pas en train de faire le débat, eux, c'est les gens qui vont écouter, c'est l'audience. Et on va leur demander à eux, avant que le débat commence, est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous êtes de quel côté du débat? Et donc physiquement, ils se déplacent dans la salle et ils se rangent derrière les pour ou derrière les contre. D'accord, ça marche. Après, on va commencer le débat. Et pendant le débat, en fait, les gens dans l'audience, ils ont le droit de bouger. S'ils entendent les arguments convaincants de l'autre équipe, en fait, ils se déplacent physiquement dans la salle. C'est-à-dire en temps réel, les étudiants, ils vont voir s'ils sont en train de gagner le débat. Donc ils ont le feedback quelque part. Il y a le feedback immédiat. Alors ce qui est aussi important que j'ai noté, donc si on est bien d'accord, chaque personne va parler 3 minutes, c'est vraiment chronométré, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un le met en place, que là on parle notamment des enseignants qui pourraient éventuellement le mettre en place, c'est vraiment chronométré, c'est un débat où c'est un peu comme un battle si on veut, donc une personne qui va parler 3 minutes, l'autre personne qui va répondre 3 minutes, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est très strict en fait, un des rôles du prof de langue dans ce cas-là, c'est on a un timer en fait, et on donne aux élèves 3 minutes pour parler. Alors pour rendre l'exercice plus difficile, on va permettre aux autres élèves de poser des questions. Donc, quand un autre élève veut poser une question, le temps s'arrête. Le temps que l'élève pose la question. Ils ont 5 secondes pour poser leur question. Et après, c'est à l'autre élève de répondre. D'accord. Quand ils commencent à répondre, le temps recommence. Donc, il faut vraiment qu'ils gèrent leur temps.
Il y a également dans la salle un prof scientifique qui va poser des questions d'ordre technique aux élèves. Toujours en anglais. Voilà, toujours en anglais, pour voir si vraiment ils ont fait une recherche digne de ce nom et pas uniquement Wikipédia. C'est pas juste café du commerce, entre guillemets. Exactement. Ok, exactement. Ok, super. Et donc au final, je crois qu'il y avait donc une notion de une équipe qui gagne et une équipe qui perd, c'est ça? Donc en fait, de l'équipe qui gagne, l'équipe qui perd, c'est un outil de motivation. Oui, parce que évidemment, l'équipe, les équipes ils veulent gagner. Ouais. Mais l'équipe qui gagne, en fait, c'est l'équipe qui arrive à persuader le plus grand nombre de personnes de se déplacer dans la salle. D'accord, ok. C'est pas forcément, comme tu disais justement, parce que c'est possible que sur une thématique, il y ait par exemple 10 élèves qui soient pour et 2 contre, par exemple, et qu'au final ça se termine par 9 pour et 3 contre. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont 9 pour vont gagner. C'est justement au contraire. Ceux qui ont 3 contre, parce qu'ils ont gagné une personne en plus, qui vont gagner finalement. C'est au nombre de déplacements et non pas au nombre de votes finales, sinon ce serait complètement biaisé. Effectivement. Tout à fait. Ça, c'est important de le noter parce que c'est vrai que ça pourrait être un biais entre guillemets de l'exercice. Non, l'intérêt du débat mouvant, c'est justement ça, que c'est ils ont le feedback tout de suite. Quelqu'un qui les points finalement, c'est les personnes qui vont mouver, comme on dit, ou qui vont bouger. Quoi. Voilà. Donc ils vont voir tout de suite, j'ai gagné un point là, et ils veulent absolument garder la personne de leur côté. Donc comme tu as dit, le nombre de personnes au début qui sont pour ou contre, c'est aucun intérêt. C'est le nombre de personnes qui bougent pendant le débat qui compte. D'accord, super intéressant. Et donc aussi, tu avais dit qu'une fois donc, ces séances-là passées, donc il y avait 10, comme tu dis, il y a eu 10 séances d'1h30, ça dure quand même un certain temps, il faut aussi avoir conscience de ça. Et ça nécessite 2 enseignants minimum finalement. Et qu'après cela, il y avait quelque chose qui était assez original, même si c'est pas forcément, je pense, obligatoire de mettre en place, qui était un débat entre étudiants et enseignants. Voilà, donc pour le dernier cours. On a organisé un débat entre une équipe d'élèves contre une équipe d'enseignants-chercheurs. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une source de motivation pour les élèves, parce qu'ils veulent prendre en face les enseignants. Souvent, les enseignants-chercheurs, tout le temps, ils ont un niveau scientifique plus élevé que les élèves, donc ils gèrent la partie technique bien. Ouais. Par contre, souvent, en termes de niveau d'anglais, ils sont beaucoup moins forts que les élèves. Donc ils se mettent en danger quelque part aussi, les enseignants qui participent par rapport à souvent leur niveau d'anglais, sauf ceux peut-être qui ont travaillé beaucoup, mais bon, c'est quand même moins fréquent effectivement que du point de vue des élèves en fait. Voilà. Donc ça change aussi la relation un petit peu entre les élèves et les profs, parce que les élèves ils vont voir que les profs sont prêts à se mettre un petit peu en danger, et ça tisse des liens très forts en fait entre. Finalement ça nivelle dans le sens où il n'y a plus de relations, je dirais, de hiérarchique entre guillemets entre l'élève et l'enseignant. Enfin, c'est un jeu auquel ils se prêtent tous quelque part. Et du coup, ma question ce serait, du coup, est-ce que vous avez évalué cela auprès des étudiants? Quel est leur ressenti? Est-ce qu'ils aiment vraiment cette activité-là, ou est-ce que c'est un cours qu'on fait depuis 2 ans maintenant, et le feedback est très positif, à la fois des élèves, des profs de langue et des profs scientifiques, parce que on a répondu aux besoins de travailler l'anglais scientifique, et aussi les élèves ils sont plutôt attirés par tout ce qui est interaction, présentation, tout ce qui est oral en fait, et un peu moins la grammaire, les choses un peu moins intéressantes. Donc quand on fait un cours de debating, évidemment on va travailler la compétence des compétences passives, parce qu'il faut qu'ils se documentent un petit peu. Avant le débat, il faut lire les articles scientifiques, donc il y a un peu de lecture, mais c'est surtout la performance linguistique, un peu de stress. Et du coup, leurs documents, c'est en anglais finalement? Enfin, quand ils vont faire des recherches, c'est eux qui cherchent ce qu'ils veulent, ou bien est-ce qu'on les aiguille quelque part vers des ressources plutôt en anglais par rapport au fait que ce soit un cours de langue aussi? Une fois que l'enseignant scientifique a trouvé les sujets, on va prendre par exemple la notion de la voiture électrique n'est pas écologique. Eux, ils vont fournir un certain nombre d'articles et des liens pour les élèves. Vers des publications scientifiques en anglais en général. Mais surtout vers les ressources fiables.
parce que on sait qu'il y a sur Internet, il y a beaucoup d'informations, et souvent les élèves sont perdus. Et c'est là que le rôle de l'expert, entre guillemets, du technicien, de l'enseignant vraiment expert de sa matière est important par rapport justement au prof de langue qui lui justement, comme tu l'as précisé justement, n'est pas du tout expert dans le domaine, quoi. Voilà. Donc le prof scientifique va dire voici les articles à lire, voici les liens, mais après rien n'empêche les élèves de chercher d'autres ressources pour compléter leur argumentation. En termes d'investissement, là le retour, donc j'ai bien compris, est positif. Mais en termes de temps, à combien tu estimerais, par exemple, si un enseignant veut mettre ça en place, bon déjà il faut qu'il trouve un collègue scientifique ou bien d'une autre matière, ça peut être toutes les matières finalement, c'est pas forcément scientifique d'ailleurs, mais à combien tu estimes le temps de préparation de ce genre d'activité-là? C'est quelque chose qui est conséquent? Le temps de préparation pour l'enseignant? Oui, pour l'enseignant, par exemple, il y a le choix des sujets, là tu l'as expliqué, la personne qui est expert doit aussi donner des ressources qui sont de qualité, faire quelque part un premier tri. Donc là, tout ça, ça nécessite un investissement de la part de l'enseignant. Est-ce qu'il est important ce temps-là? Je dirais pas vraiment, parce que on va choisir des sujets qui sont déjà étudiés en cours. Donc l'enseignant-chercheur a déjà travaillé ses cours traditionnels. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui déjà maîtrise les sujets techniques. Okay. Après, pour trouver les bons sujets techniques qui sont intéressants pour les élèves, où il y a un aspect non seulement technique, mais peut-être social, éthique, ça demande un peu de temps. On peut aussi demander aux élèves de proposer des thèmes qui sont intéressants pour eux. Et après, le rôle de l'enseignant-chercheur, en fait, c'est de modérer un petit peu tout ça, de faire des choix. Ce qui demande un peu de temps, c'est le débat final. Quand vraiment, il faut qu'il prépare l'ancien-chercheur, l'équipe d'anciens-chercheurs, il faut qu'ils préparent vraiment les arguments, parce qu'ils vont avoir les élèves en face qui sont gonflés à bloc pour réussir, pour gagner les débats. D'accord, ça prend un peu de temps. C'est super intéressant. Et après, ceci dit, quand je te disais qu'il faut 2 personnes, 2 enseignants, pas forcément. Finalement, ça peut être un enseignant qui décide dans sa matière, en français par exemple, ou même, sauf dans des écoles de commerce ou des cours en anglais par exemple, mais de faire un débat glissant. Pourquoi pas? Donc effectivement, ça pourrait aussi se voir dans ce sens-là. Là, c'est vrai que ce qui est super intéressant dans l'expérimentation que tu as présentée, c'est justement aussi ce côté interdisciplinaire finalement. Parce qu'on le prône à tort et à travers, mais tu vois, j'ai rarement vu quelque part, enfin ça se fait, mais je trouve que je vois assez rarement finalement des expériences vraiment d'interdisciplinarité aussi complète, je trouve, que pour le coup ce que tu as présenté par rapport à ça, et je trouve que ça se prête vraiment très bien, c'est pour ça que je voulais notamment t'interviewer à l'anglais, et puis pourquoi pas scientifique ou autre domaine, mais c'est super intéressant. Ça marche bien pour nous parce que justement il y a la côté l'anglais technique, mais effectivement ça peut très bien se faire uniquement en français. Pour rendre un cours classique un peu plus interactif, là vous n'avez pas besoin de travailler en binôme. Après, le NEC plus ultra, c'est de travailler en binôme avec les collègues scientifiques, linguistiques. Voilà. Ouais, complètement, ouais. Non, écoute, super intéressant. Merci en tout cas de t'être prêté à justement à répondre à mes questions par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse plus-value. Et du coup, je mettrai peut-être le lien. Je sais pas si tu as peut-être un profil, peut-être LinkedIn ou autre. Je le mettrai dans le podcast. Okay. Et je sais pas si tu as des ressources. Tu me donneras éventuellement des liens. Si tu avais des ressources que tu as consultées par rapport à cette thématique-là, j'essaierai d'en trouver de mon côté aussi. Et en tout cas, merci encore pour cette présentation. Et puis je te dis à bientôt. Et puis on va encore passer quelques jours ensemble, donc tant mieux. De rien, merci beaucoup. Merci, à bientôt.